Bonjour chères âmes. Alors, aujourd'hui cette vidéo pour vous parler d'une réflexion importante à mon sens sur le parcours flamme jumelle. J'aurais voulu vous parler de la cartomancie, de la médiumnité sur le parcours. Même si je suis une cartomancienne et canal, donc médiumnique, ça a été un chemin initiatique pour moi, même si ça a été des transmissions par arrière-grand-mère, grand-mère et amis. J'aurais voulu faire cette vidéo pour expliquer un peu qu'on peut avoir beaucoup de confusion, beaucoup de tests durant le parcours. En fait, le parcours flamme jumelle est rempli de tests de l'univers, hein, quelque part. Alors, faut-il y croire? Bien sûr, ça paraît un peu particulier. Je l'entends, je le conçois, mais vraiment, c'est quelque chose que je vérifie aussi, les tests, des situations assez incroyables pour qu'on puisse discerner si c'est vrai, faux. Il y a vraiment cette notion de vrai et faux sur ce parcours. Donc sur ce chemin, on est face à des situations et des personnes qui peuvent nous tester. Par exemple, on peut vous dire, des médiums, des thérapeutes ou des cartomanciens peuvent vous dire, ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est une personne toxique, ou au contraire, vous dire que c'est votre flamme jumelle alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à diagnostiquer, à discerner, même avec de l'astrologie, par exemple, qui est un outil assez, pas considéré comme une science, mais un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus mathématique, logique. Même avec la cartomancie, des fois, il peut y avoir des erreurs et c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, on est amené à expérimenter quelque chose. Mais voilà, dans la cartomancie, la médiumnité, dans le parcours, on tombe sur quelqu'un qui va nous dire que ce n'est pas lui ou que ce n'est pas elle. Et à ce moment-là, on peut ressentir un inconfort intérieur, quelque chose de viscéral, comme si on ne pouvait pas entendre cette version, comme si ça nous rendait triste. Et c'est là aussi où on peut voir, c'est aussi un baromètre qui nous permet de voir qu'est-ce que ça nous fait ressentir d'entendre ça. Souvent, quand on est vraiment flamme jumelle, on ne peut pas entendre ça, en fait. Donc, à un moment donné, écoutez cette voix, en fait, hein, cette voix intérieure que vous avez. Ça peut être aussi que durant ce cheminement, on n'est pas prêt à entendre ça. Et une fois qu'on est prêt à l'entendre, ça signifie qu'on a passé des caps aussi. Mais voilà, il peut y avoir des guides sur la route, des thérapeutes, des médiums qui projettent leurs propres croyances aussi. Et aussi, on peut tomber sur des âmes sœurs, des personnes amoureuses ou pas, hein, amicales ou amoureuses, qui peuvent ressembler étrangement à notre flamme jumelle, ce qui peut aussi créer, là plutôt sur le plan amoureux du coup, peut créer du doute, un doute profond. Tout cela fait partie du processus de discernement dans le parcours. Le doute, en fait, est une étape incontournable aussi dans le parcours. C'est un peu un compagnon régulier. Est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis vraiment sur ce parcours? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que je suis dans le déni? Toutes ces questions-là peuvent arriver sur le parcours et tout ça est bon. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'enquêter, de comprendre nos douleurs, nos blessures, comprendre la personne qu'on a en face, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Alors c'est vrai que ça nous amène à beaucoup décortiquer, hein, et que c'est pénible, mais le doute fait partie intégralement de ce cheminement. S'il n'y a pas de doute, bizarrement pour moi, c'est que déjà il y a une question à se poser de savoir si vous êtes vraiment flamme jumelle, hein, parce que vraiment il y a quand même cette question de doute sur le parcours. En revanche, ce qui est paradoxal, c'est que aussi
on a zéro doute sur l'amour qu'on porte à l'autre. Et on se dit, mais non, mais c'est lui de toute façon, parce que c'est pas possible. L'état dans lequel je suis, ce que je suis en train de vivre est tellement énormissime et tellement surdimensionnel que de toute façon, c'est lui. Voilà, donc il peut y avoir le doute, mais en même temps le non-doute. Mais le doute amène la réponse. Et le doute, tous les doutes qu'on a sur le parcours amènent les réponses par rapport à notre autre et par rapport au lien. Donc, c'est ce qui est intéressant. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, c'est écoutez-vous. Écoute-toi, écoute cette voix à l'intérieur de toi. N'écoutez pas aveuglément les thérapeutes, les médiums, les cartomanciens. On peut vous donner aussi des informations à un instant T du parcours parce que c'est juste d'avoir cette information-là, mais tout n'est pas parole d'évangile. En fait, c'est vous qui avez les réponses au fil du parcours, au fil du temps. On vous envoie les réponses. La vie vous envoie les réponses. L'univers vous envoie les réponses. La source vous envoie les réponses. Voilà. Ah oui, alors je voulais parler aussi de l'addiction spirituelle et l'addiction aussi aux guidances, aux thérapeutes, aux cartomanciennes, aux cartomanciens, aux médiums, etc. On peut tomber là-dedans et j'en fais partie. Hein. Je suis cartomancienne, mais je me suis aussi fait mes propres guidances et ça peut devenir une énergie tierce. À un moment donné, on peut tomber dans une dépendance émotionnelle ou spirituelle. On peut devenir complètement accro aux guidances parce que ça va venir nous rassurer. Et même à un thérapeute, hein, moi, ça m'est arrivé de dire à des gens, là, ça va pas, vous êtes trop addict aux guidances et même à moi. Et à un moment donné, ça serait bien d'arrêter de lever le pied. Je pense que tout thérapeute doit avoir cette conscience-là de voir la limite que son consultant peut avoir. Alors, c'est vrai que ça demande à voir qu'il n'y a pas que l'argent, mais je pense qu'un bon thérapeute doit à un moment donné voir sa limite aussi. Donc voilà, et dans le parcours, on peut être accro aux cartes, aux médiums, etc. Et j'y suis passée hein, parce que j'ai une amie qui me faisait des guidances où je réécoutais 10 fois, 20 fois, 50 fois, 300 fois. Ça venait me rassurer sur ce qu'il allait avoir peut-être. Je dis bien peut-être parce que c'est pas une science exacte, nous le savons tous. Et que des fois, on peut avoir des messages pour venir nous faire travailler sur notre discernement. Voilà, donc c'est aussi un piège et une énergie tierce. À un moment donné, il faut le voir, ce truc-là, et freiner. Mais je pense que quand on arrive à un certain endroit du processus et du parcours, on en sort un peu. Hein. Voilà, et d'ailleurs, ça agace beaucoup le masculin. Le masculin, lui, face à tout ça, c'est une dimension invisible qui va lui faire peur. Je rappelle que le masculin, ça peut être aussi une féminine qui a une partie masculine assez développée. Mais voilà, souvent, c'est beaucoup les hommes, beaucoup les femmes sont beaucoup dans une dimension spirituelle, ésotérique et tout ça. Et souvent, l'homme, lui, il est dans quelque chose de plus matériel. Le masculin, la partie masculine est plus matérielle et il peut se dire que la féminine est complètement perchée. Moi, je l'ai entendu de mon jumeau, je l'ai entendu beaucoup de gens, d'amis, d'amoureux, bref. C'était des choses qui me blessaient beaucoup parce que je suis intimement reliée à tout ça. Et donc, c'est un peu comme si on venait me rejeter voilà, sur ma personne. Et après, j'ai appris à accepter ça de l'autre parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous au même moment, au même endroit sur ces choses-là. Et j'accepte qu'il y ait des gens qui puissent ne pas y croire aujourd'hui, hein, je l'entends, parce que c'est pas facile de croire à ce monde-là. Donc souvent, le masculin va dire à la féminine qui comprend pas son univers, qui comprend rien, que ça lui parle pas, qui veut pas en entendre parler. Et ça, je crois que les féminines, on doit quelque part l'accepter, même si des fois c'est viscéral.
parce que ça peut le faire fuir, ça peut le faire se refermer. Il y a une forme d'incompréhension avec tout ça. Il a besoin de concrétude, il a besoin de repères dans la matière. Donc, bon, il faut l'accepter. Mais à un moment donné, je pense que ça aussi, on l'accepte et qu'il y a des moments où on ne l'accepte pas au début parce qu'on épure quelque chose pour moi par rapport à tout ça. Mais bon, voilà, le conseil que je donne aux féminines, c'est de ne vous perdre, de pas trop vous perdre dans ce monde spirituel, de revenir au corps physique, au quotidien, à des choses incarnées, à des choses essentielles, la terre, le jardin, la nature, les animaux, des choses qui viennent nous remettre les pieds sur terre. Parce que même si tout ce qui est invisible, c'est très beau, ouais, moi je suis vraiment là-dedans, mais je me suis efforcée d'aller, et puis la vie m'a ramenée à tout ce qui était terre à terre. Parce qu'à un moment donné, juste pour la petite anecdote, je n'arrivais plus à me connecter, à même faire des mantras, à être dans cette spiritualité. On m'a sorti de là à un moment donné pour que je puisse aller vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus essentielles, comme faire le ménage par exemple, ou jardiner, ou marcher, ou faire du sport, parce que j'étais pas assez connectée à mon corps. Et d'ailleurs, mon corps me l'a rappelé parce que j'ai commencé à être malade alors que je n'étais pas malade. Je n'avais pas de maladie, mais je passais par cet état de maladie pour comprendre qu'il fallait que je revienne au corps. Et ça, je pense que c'est très important d'arriver à un équilibre à un moment donné entre les choses matérielles et les choses immatérielles, les choses visibles et invisibles, ce qui vient rassurer le masculin. Le masculin, lui, il a besoin de vous voir à un moment donné dans des choses réelles. Le discours spirituel, ésotérique, etc., même si ça peut le fasciner, l'attirer dans son fond intérieur, ça peut aussi lui faire vraiment le faire flipper. Hein. Donc à un moment donné, je crois que c'est bien de revenir aussi les pieds sur terre. Voilà, donc il y a un équilibre à avoir. Et puis en plus, ça va lui laisser la place à lui d'aller explorer cette partie de lui qu'il a. Hein. Mais vous lui laissez pas la place souvent. Et moi, je l'ai eu fait ça. Hein. J'ai pas laissé place à mon autre. Il avait cette part de spiritualité, mais je lui laissais pas sa place puisque je prenais trop de place là-dedans. Voilà, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que les cartes aujourd'hui sont démocratisées. Il y a 10 ans, on en parlait à peine, où on se cachait. Aujourd'hui, c'est devenu presque à la mode. Donc c'est partout, hein, les cartes. Tout le monde n'est pas canal. Tout le monde ne canalise pas juste. Je tenais à le dire aussi. On ne s'invente pas cartomancien médium, même si on peut apprendre, faire des formations et tout ce que vous voulez. Attention aussi à qui vous avez en face. C'est un peu comme un médecin, vous savez, quand vous allez vous faire diagnostiquer par un médecin, vous pouvez avoir un diagnostic bon, mais vous pouvez aussi avoir un mauvais diagnostic. C'est pareil pour tout ça, pour ce monde-là. Donc il y a autant de thérapeutes, de cartomanciens, de médiums, de bons médiums que de mauvais, quoi, on va dire. Hein. Donc, et c'est pas de dire que la personne, des fois, elle peut vous dire des choses qui se sont pas réalisées. Hein. Moi, ça m'est arrivé. On peut aussi se tromper. Mais je pense que c'est important de tomber sur des cartomanciens ou des thérapeutes qui ont travaillé l'ego et qui sont en capacité de dire ouais, je me suis plantée, ouais, peut-être je t'ai dit ça parce que à ce moment-là ça avait du sens et qu'on le saura plus tard, voilà, mais faire attention d'aller vers des personnes qui ont travaillé l'ego, en fait, je pense. Je voulais dire aussi qu'il peut y avoir aussi du karma avec ça, c'est-à-dire que moi j'avais un karma avec la cartomancie et du coup j'ai été beaucoup testée sur mon canal, sur mes intentions par rapport à tout ça. Et je pense que c'est essentiel de nettoyer régulièrement son canal, soit de le faire soi-même. Ça peut être super parce que au moins on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un d'autre, mais en même temps,
il faut aussi accepter des fois de se faire nettoyer par d'autres personnes et de se faire aider. Parce qu'on peut aussi tomber dans un ego, de dire « Ah mais moi je ne veux pas me faire soigner par quelqu'un d'autre ou me faire nettoyer par quelqu'un d'autre parce que je suis meilleure ou parce que voilà ». Je pense que c'est important aussi à des moments de donner la main à quelqu'un d'autre, d'avoir confiance et puis d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Voilà, pareil, un équilibre à trouver entre ne pas donner le pouvoir à tout le monde, mais aussi d'accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui nous fasse évoluer aussi à des moments. Donc voilà. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo sur ce monde ésotérique un petit peu. Et donc, je vais vous tirer une carte, hein, comme je fais toujours, avec l'oracle Guidance et Croissance d'une amie, Mélissa, qui a une chaîne Guidance et Croissance. Voilà, et qui a créé cet oracle. Donc, je vais voir là aujourd'hui sur la féminine, où en est-elle par rapport à la cartomancie, hein, c'est le sujet du jour. La vague. Donc, pour moi, la vague, pour les féminines, elle a peut-être des déclics, des compréhensions qui arrivent à elle par rapport à justement ces dons ou ce monde-là de l'ésotérisme ou des thérapeutes. Soit elle a des vagues de compréhension en lien avec ça, soit elle est testée par rapport à ça. Voilà, donc pour ceux qui sont en début de parcours ou au milieu du parcours, ils peuvent, pour ceux qui sont en souffrance en gros, hein, qui ne sont pas arrivés sur un équilibre, ils peuvent être sur des moments où ils sont dans le trop, dans l'ésotérisme, ou alors ils peuvent avoir un déclic par rapport à ça et se dire j'en fais trop, il faut que j'arrête, ou alors ils sont testés. Voilà. Chez les masculins, j'ai la carte du rituel sacré qui est sortie. Donc le rituel sacré, pour les masculins, ça peut être que soit il peut être sous emprise énergétique, ça peut être de la magie noire par exemple, ou alors selon où il en est, donc s'il est au début de parcours, il est souvent sous emprise. S'il est au milieu du parcours, il peut avoir des résidus. S'il est en fin de parcours, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il était dans un lien, il a conscientisé qu'il était dans un lien, il n'est plus dans un déni par rapport à ça, il peut avoir envie de faire des rituels ou de prier ou d'aller dans ce monde ésotérique, de comprendre qu'il faut qu'il aille aussi vers ses dons ou dans ce monde-là. En tout cas, il ne le rejette plus. Mais ça, c'est à la fin du parcours. Je regarde sur le lien. Alors, sur le lien, c'est rigolo parce que ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Donc là, au niveau du lien, il y a un espace-temps où les féminines et les masculins, la polarité féminine-masculine, enfin des deux côtés, il y a l'univers qui envoie des synchronicités ou des guidances ou des flashs de l'autre. Donc l'un pense à l'autre. S'il y a une rupture de communication, l'un pense à l'autre. L'univers orchestre quelque chose pour que le masculin ou la féminine pense à l'autre. Donc sur le lien, il peut y avoir des rêves, il peut y avoir des déclics par rapport à l'autre, il peut y avoir des conscientisations que l'autre est quelqu'un d'important, il peut y avoir, voilà, c'est tout, c'est des déclics, c'est des flashs ou des rêves ou des situations qui font que si vous êtes en silence radio ou en non-communication, l'un et l'autre pensent à l'autre. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse fort, je vous souhaite un bel été et puis une belle soirée parce que là, je suis en fin de journée. Je vous dis à bientôt. Aimez-vous.